Comment les citoyens apprécient-ils les réponses apportées par le nouveau code électoral aux mal transhumants en politique? On ira par à coup entendre les avis et regards citoyens sur un fléau qui affaiblit les partis politiques au Bénin. Top, ça y est, pour le processus électoral à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La Sénat y apporte son expertise. Cadre juridique et calendrier électoral sont présentés aux fêtières. L'actualité internationale nous amène en Côte d'Ivoire où les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié sont fixées au 20 mai prochain. En Haïti où le Premier ministre Ariel Henry a démissionné sous pression notamment de bandes criminelles. Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. Laissons-nous d'abord volontiers emporter à l'orée de ce journal par les appels de cet aménagement qui invite à l'évasion sur la berge de la lagune de Porto Novo, une promenade lagunaire agrémentée de plusieurs attractions. Allons sur les traces du ministre du Cadre de Vie et des Transports tombé sous le charme. Derrière Didier et José Tonato, l'amoureux écolo de la rédaction aussi, William Tchoki. Une image carte postale de la ville capitale. Un chef-d'œuvre déposé sur la berge de la lagune de Porto Novo. Une promenade dans un écosystème totalement luxuriant, humide, plus ou moins gardé intact malgré les velléités humaines. Le premier responsable du cadre de vie est aussi tombé sous le charme de cette promenade lagunaire. Un aménagement encore unique dans la sous-région. Ça permet de voyager à travers la biodiversité lagunaire de Porto Novo et de voir vraiment les différents espaces. Il y a des espaces qui sont encore complètement, j'allais dire, vierges d'intervention humaine. Il y a des espaces de culture et d'activité économique. Et puis malheureusement, il y a quand même quelques espaces occupés par l'habitation. En pleine zone Ramsar, site humide Ramsar. Cet aménagement, en tout cas, valorise la découverte de la biodiversité. José Tonato et toute sa suite ont marché sur les plates-lages, plus de 3 km, bordés par endroits, des activités de maraîchage, des plateformes d'observation et aussi des embarcadères pour la population de pêcheurs. Des observations par endroits de l'autorité, des questionnements aussi. Une érection d'infrastructures écotouristiques traversant la nature sans la mettre en péril. Un exemple de protection de la biodiversité, une cohabitation réussie. Pour l'heure. La transhumance en politique, on change totalement de sujet. Une hypothèque sur la conviction et la cohérence politique, mais aussi faiblesse des partis politiques, fléau longtemps déploré auquel le nouveau code électoral tente d'apporter une réponse. Mais comment les citoyens apprécient-ils les réponses aux mal transhumants à travers le nouveau code? Des Béninois se prononcent à Parakou. Ils sont au micro de Nestor Sella, Lydie Akpado et Michael Noatien. Vous n'allez jamais voir dans les grandes démocraties, moi je prends l'exemple des États-Unis, puisque c'est la référence, et la France. Aux États-Unis, on a les républicains, on a les démocrates. Vous n'allez jamais entendre, quelle que soit la situation, quelle que soit la fin d'un militant républicain, dire qu'il va quitter les républicains pour aller vers les démocrates. De la même manière en France, quand vous prenez la gauche et la droite. Le système partisan va permettre à notre pays d'avoir au moins 2-3 grands partis et éviter les transhumances en désordre. Le système partisan américain où on prend exemple, la France où on prend exemple, mais c'est là, parce que les gens sont dans ces partis-là, mais ils défendent une idéologie. Et puis en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur les recours déposés contre le nouveau code électoral, les démocrates crient à l'exclusion. Il s'agit du parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale. En face, d'autres acteurs politiques prennent le contre-pied. De quoi sont faits leurs contre-arguments à l'exclusion? Ils se sont confiés à Jérôme Bongor et Jean Nambima. Je réponds par la négation. Ce code n'est en rien exclusif. C'est plutôt inclusif. Si vous voyez le taux
Nous avons une majorité de 81 députés contre 28, si je parle de la mouvance présidentielle, à l'Assemblée nationale. Et le taux de 15% qui est fixé, c'est le minimum pour permettre aux partis, les démocrates par exemple, qui représentent l'opposition à l'Assemblée nationale, d'avoir le nombre de parrains nécessaires pour présenter leur candidat à l'élection présidentielle. En quoi cela est exclusif ? Depuis longtemps, le Bénin a déjà fait des options. On a déjà commencé les grands regroupements il y a longtemps. Je donne l'exemple de 2011. Il n'y avait aucune loi, mais le besoin était exprimé par les grands regroupements. Vous avez l'Union fait la Nation qui portait la candidature de Maître Adrien Mbedji, et vous avez le FCBE qui portait la candidature de Boni Yahi. Tout le reste, c'était des frétins, ça n'avait rien donné pratiquement. Et donc, cette volonté du peuple et de notre société à faire les grands regroupements existait bien avant l'arrivée du président Patrice Talon, qui a eu le courage maintenant de formaliser à travers la réforme du système partisan et les textes de loi qui permettent aujourd'hui d'encadrer. Pour être acteur politique, il faut aller faire le combat d'idées dans des groupes, dans des grands regroupements, et faire passer vos idées au niveau de ces partis-là pour aspirer diriger le Bénin. Donc le code n'est pas exclusif, ce code est bien inclusif. Et le code commence par limiter la transhumance politique. Le code permet beaucoup plus la cohésion nationale, l'unité nationale pour un développement et permet à ce que tout prétendant au poste de président de la République ait une assise nationale. À mes compatriotes, je voudrais simplement leur dire qu'il n'y a pas péril en la demeure. Il n'y a pas raison de se faire peur. C'est les politiques. Nous savons ce que nous faisons. C'est entre politiques, entre juristes. Nous savons ce qui se joue. Ce n'est pas de dire oh, parce qu'on veut exclure, on veut exclure. Non, il faut se mettre sur le terrain. Donc je dirais aux Béninois qui n'ont qu'à rester sereins. Si la loi voulait être une loi d'exclusion, on aurait dit qu'il faut plus de 28 non. On aurait fait un pourcentage pour dire, bon, il faut tel pourcentage du nombre des députés et maires pour avoir la caution pour aller à l'élection présidentielle. Mais on a pris la juste limite qui intègre l'opposition. Maintenant, on dit, mais 20% pour avoir droit à la répartition de sièges. Mais va travailler. Si ton travail se révèle insuffisant, on avisera. Mais tu ne prendras pas l'argent de l'État pour aller faire service minimum. Parlons à présent de citoyens honorés par la nation. La grande chancellerie a décoré plusieurs agents de l'État. Ils sont issus du personnel administratif de 4 différents ministères et sont reçus dans 3 ordres différents. Qui sont-ils et pour quel mérite? Réponse dans les échos de la cérémonie qui les honore. Heureuse d'annoncer. Au nom du président de la République, grand maître de l'ordre, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons officier de l'Ordre national du Bénin. L'excellence, le mérite et le dévouement à la cause de la nation sont à nouveau célébrés au sein de l'administration publique du Bénin. La grande chancellerie distingue 52 agents de l'État au grade d'officier et de chevalier. La grande chancellerie reçoit ce jour, dans l'Ordre national, de valeureux citoyens qui ont accompli des actions de grande portée et qui ont été reconnus par leur travail et leur dévouement au niveau de leurs structures respectives. C'est donc avec un réel plaisir et une fierté légitime que je procède ce jour à la présente réception dans les différents ordres nationaux. Je voudrais vous dire, tous autant que vous êtes, que vous méritez bien vos citations dans les différents ordres nationaux. Sur les 52 récipiendaires, 28 dont 6 femmes sont reçues dans l'Ordre national du Bénin, 13 dont 9 femmes dans l'Ordre du mérite du Bénin et 11 dont 2 femmes sont citées dans l'Ordre du mérite social. Qu'il plaise au ciel que nous ne nous arrêtons pas en si bon chemin, afin non seulement de drainer d'autres cadres de l'administration par l'exemple, et que cette récompense soit un nouveau départ émulateur
l'élan de la prise de nouveaux engagements, chacun à son niveau, pour de nouvelles contributions au développement de notre chère patrie, le Bénin. Les récipiendaires viennent du ministère de l'Économie et des Finances, du ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable, du ministère du Travail et de la Fonction publique et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En ce mois de Ramadan, la Fondation Malek Rossou, l'Organisation des intellectuels traditionnels du Bénin et d'autres associations ont décidé de communier et de rompre le jeûne ensemble. Les instants de rupture du jeûne musulman au quotidien sont des occasions de partage. Ils s'y prônent une certaine idée du vivre ensemble. Roger Pétika, Benjamin Denayon. Prier pour la paix au Bénin et entre le Bénin et le Niger, c'est la meilleure manière pour la Fondation Malek Rossou de rompre le jeûne du premier jour du mois de Ramadan. L'occasion pour elle de réitérer son soutien au chef de l'État qui travaille pour un climat de paix et de cohésion sociale. Nous nous sommes déplacés vers ici en guise de soutien indéfectible pour dire au chef de l'État que ce n'est pas seulement la Fondation Malek Rossou, mais derrière la Fondation Malek Rossou, il y a une batterie d'ONG qui soutiennent ses actions et qui sont derrière lui et qui œuvrent pour qu'au Bénin se crée une nation juste et égalitaire, pour qu'il y ait la paix entre tous les pays frontaliers du Bénin. Et vous-même, vous avez constaté comment le président Talon a agi de ce côté. C'est grâce à sa médiation que la CEDEAO a accepté de lever les sanctions. Nous allons prier à ce que les deux frontières soient ouvertes. Pour nous, c'est déjà réglé, mais il reste de l'autre côté. Le Niger et le Bénin sont deux pays frères. Donc ce n'est pas parce que notre frontière a été fermée qui fait qu'entre le Béninois et les Nigériens aura de problèmes. Que les deux chefs d'État, le très respecté Tiani et le très respecté notre cher président Patrice Talon, que Dieu les unisse, que cette rupture les unisse davantage, leur fasse un peu plus de compréhension. La Fondation Malek Rossou et des différentes structures et ONG préparent déjà un voyage sur le Niger. Objectif, travailler à la normalisation des relations entre les deux pays. Ça y est, la HAC se renouvelle avec le démarrage du processus électoral à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les élections des représentants de la presse au sein de la HAC se tiendront le 9 juin prochain. La Commission électorale nationale autonome, Sénat, apporte son expertise à cette élection. Les deux institutions, HAC et Sénat, ont élaboré un mémorandum d'entente, un cadre juridique et le calendrier électoral exposé aux fêtières. Sous les yeux de Lénaïk Agbazarou et de Jean Nombima. Voilà qui vient conclure le mémorandum d'entente entre la HAC et la Sénat. Les deux institutions se donnent la main pour l'organisation des élections des professionnels des médias, devant siéger pour le compte de la 7e mandature de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Au terme des dispositions de la Constitution béninoise et de la loi organique sur la HAC, les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication sont désignés pour un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Le renouvellement des membres de la HAC doit intervenir au moins un mois avant l'expiration de leur mandat. Pour mener à bien le processus électoral, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et la Commission électorale nationale autonome ont élaboré un mémorandum, un cadre juridique et un calendrier électoral, s'engageant ainsi à tout mettre en œuvre pour la réussite de cette mission à eux confiée par le législateur béninois. La présente rencontre marque le lancement du processus électoral. Les électeurs sont officiellement convoqués aux urnes le dimanche 9 juin 2024 pour élire les 3 représentants des professionnels des médias à la HAC. Les opérations d'inscription vont se dérouler dans les mairies choisies comme centre de recensement, retenues ou tout autre lieu, et pendant une période de 10 jours
de 9h à 17h. L'occasion est saisie pour procéder à la remise symbolique de la décision portant cadre juridique des élections en question aux associations fêtières des professionnels des médias. La présence des associations fêtières de la presse à la présente cérémonie témoigne de notre contribution à l'organisation d'élections libres et transparentes. Les déclarations de candidature seront reçues au siège de la Commission électorale nationale autonome à Cotonou le 30 mars 2024. Et pour compléter ce sujet, le président de la HAC invite les professionnels des médias désireux de se faire renouveler ou attribuer la carte de presse à consulter la liste des pièces à fournir à l'annexe de l'institution située à Gain-Commun dans les agences régionales de la HAC sur le site web de la HAC, et ceci au plus tard. Le dépôt des dossiers doit se faire au plus tard le 14 mars 2024 à 17h. On change de sujet. On va parler d'intelligence artificielle qui prend ses marques au Bénin. Les partenariats se nouent et le dernier en date est celui conclu avec le Sénat canadien. Voyons-en les perspectives avec Ola-Rodrigue Babagwito et Jules Akoikou. Pour un développement inclusif et durable de l'intelligence artificielle, le Bénin reste fidèle à sa détermination affichée depuis 2016. En preuve, les avancées notables enregistrées dans le secteur à ce jour. Récemment, il y a le cabinet Oxford Insights qui a positionné le Bénin au 5e rang régional en termes de vision et de réalisation dans le domaine de l'intelligence artificielle. Au niveau mondial, en tout cas en termes d'IA, nous sommes 97e sur 198 économies, il faut le voir. Et l'ambition, c'est de passer dans les 60 premiers. Au niveau de l'écosystème numérique du Bénin, nous avons formé plus de 500 jeunes et professionnels dans le domaine de l'intelligence artificielle. Plusieurs de ces jeunes sont formés par l'association Ishiro, une organisation d'experts en intelligence artificielle. Aujourd'hui, les produits sont des data scientists, des data ingénieurs, des fiertés du pays à l'étranger. Très récemment, nous avons participé à un challenge international qui a consisté à mettre en place une IA conversationnelle destinée à interagir avec les professionnels de la santé du Malawi. Et malgré nos ressources de calcul limitées, nous avons quand même fini la compétition dans le top 10 des meilleures équipes, sur plus de 300 équipes qui venaient de toute l'Afrique. Et nous avons été pris pour la phase de la compétition. L'année dernière, j'ai pu participer au programme Africa Tech Up Tour de Ishiro, dont le but est de former plusieurs jeunes dans les métiers de l'IA. Des partenariats avec le Canada pourraient m'aider déjà, par exemple, à avoir accès à des laboratoires de recherche du Canada et à pouvoir développer une thèse orientée santé-mobilité, mais basée sur l'IA. Cette ambition, Ninette peut la voir se concrétiser grâce à cette table ronde sur l'intelligence artificielle. Ce rendez-vous de donner et de recevoir a pour but de créer un cadre de réflexion et d'échange entre le Bénin et le Canada. Nous sommes toujours disponibles pour partager notre expertise sur l'intelligence artificielle et sa réglementation avec nos partenaires béninois. Le Canada souhaite apprendre, par contre, des expériences béninoises. Je sais, par exemple, que les entreprises et universités canadiennes collaborent et veulent collaborer avec les acteurs du Bénin en raison de vos avancées marquées. En tant que l'un des 7 pays africains ayant élaboré une stratégie nationale d'intelligence artificielle, nous sommes également ouverts à des partenariats internationaux, notamment avec le Canada, leader reconnu dans le domaine de la recherche et de la commercialisation en intelligence artificielle. La présente table ronde offre ainsi une occasion propice pour renforcer les liens de coopération dans ce domaine entre nos deux États et continuer d'explorer donc ces opportunités-là, notamment dans le cadre de l'exécution de notre plan de travail pluriannuel. Cet espace de dialogue collaboratif connaît la présentation d'entreprises canadiennes et béninoises spécialisées en IA. Une preuve de garantie d'une approche participative, transparente et éthique pour accélérer l'essor de l'intelligence artificielle au Bénin.
parle santé à présent, avec l'examen médical de l'électrophorèse qui est un préalable très utile à une union conjugale. Très important pour déterminer les possibilités de compatibilité propices à la venue au monde d'enfants en bonne santé. C'est ce que recommandent en tout cas les spécialistes. Ne pas le faire expose le couple et les enfants à des tourments existentiels très compliqués. Des parents l'ont appris à leurs dépens, comme on va le voir dans ce reportage signé Ernest Etegou, Jean Nombima, Christelle Tongodo. Ça me pique dans le ventre, juste un peu jusqu'à ça tourne pour venir au pied. Ce qui pique Prudencia dans le ventre porte un nom, la drépanocytose. La jeune femme de 25 ans vit avec depuis sa naissance. Si la drépano m'arrive, on essaie pour traiter ça à la maison. Si ça refuse, on vient au CNHU. Ce parcours est le quotidien de Prudencia et de nombreux parents. Moi et mon enfant ne fait que tomber malade. Il a souvent anémie et j'ai amené l'enfant au centre de santé Zobo ici. Et c'est de là qu'ils ont constaté que c'est drépano d'aller faire l'électrophorèse. Les matins, je leur donne les comprimés dans le sac avec leur eau salée. Ce sont des enfants qu'il faut suivre de près. On dit anémie, infection récurrente. Il y a les crises vaso-occlusives qui sont des douleurs qui apparaissent de façon brutale, très lancinantes, qui peuvent être localisées partout au niveau de l'organisme, de la tête aux pieds, à tous les endroits où le vaisseau sanguin est présent. Mon enfant s'est réveillé un jour, un matin, je l'ai vue bien portante. Et puis elle s'est lavée, elle s'est habillée pour aller à l'école. Et c'est en cours de route qu'on m'a appelé qu'elle est tombée. Elle a perdu l'année là, elle a fait 2 ans à la maison sans aller à l'école parce qu'elle a été paralysée. Des faits marquants, la jeune dame s'en souvient. Le cas le plus récent est encore vivace dans sa mémoire. Il y a un mois, je n'espérais pas avoir tous mes 3 enfants comme ça. Parce que je me disais, comme les gens le disent, donc moi-même je vais perdre les 3 enfants comme ça en une journée. On ne peut pas guérir la drépanocytose, mais on peut la prévenir en faisant l'examen de l'électrophorèse. L'électrophorèse, c'est l'examen biologique qui permet de connaître le type d'hémoglobine qu'un sujet possède. On peut avoir un résultat AA, on peut avoir un résultat AS, AC, CC, SC, quand vous êtes AA, ça veut dire que vous pouvez vous mettre avec un sujet, quel que soit son électrophorèse. Mais par contre, lorsque vous avez l'anomalie dans votre génome, vous ne pouvez vous mettre ensemble en union qu'avec quelqu'un qui n'a pas du tout l'anomalie. De façon pratique, quand un sujet est AS, il est AC, il est SS ou SC ou S-bêta, il ne peut se mettre en union qu'avec un sujet AA pour ne pas avoir un enfant atteint de drépanocytose. Cette précaution, Marceline ne l'a pas prise avant de se mettre en couple et elle se retrouve aujourd'hui délaissée. Lui n'est pas intellectuel et il se dit que bon, moi je suis intellectuel et je l'ai conduit dans cette erreur-là. Que normalement, moi je devais être éveillée pour dire non, on doit faire l'électrophorèse d'abord. Donc il m'accuse que je suis à la base de tout ce qui se passe, donc d'assumer mes responsabilités moi-même. Je conseillerais aux hommes qui abandonnent leurs femmes à leur sort. Quand ils font des enfants drépano, et les femmes seules qui sont à la charge des dépenses, vraiment ça me fait tellement mal. L'épanouissement du couple dépend donc de la compatibilité des partenaires. Si ce n'est pas compatible, il n'y a qu'à se séparer gentiment. Il ne faut pas suivre l'amour pour faire souffrir les enfants demain.
Instant culture, allons à présent au troisième retrouvaille des communautés Yoruba du Bénin organisée à Dassazouma, dénommée Isokan, Omon Yoruba Bénin, pardon si la prononciation est itérée. Eh bien, l'association qui emporte l'initiative œuvre pour la sauvegarde du patrimoine culturel Yoruba. Pour marquer l'édition 2024, les filles et fils Yoruba du Bénin se sont retrouvés autour d'un programme culturel et festif. Reportage Pirette Adam aussi, Canel Capo. Ils sont venus de toutes les communautés Yoruba du Bénin et de la diaspora pour raviver la fraternité Yoruba sur les 41 collines. Des retrouvailles festives marquées par des manifestations culturelles et culturelles. Isokan Omon Yoruba Bénin est l'unique occasion pour ces filles et fils des communautés Yoruba de se retrouver, communier et discuter des questions de développement et de renforcement des liens de solidarité. La base du peuplement de ces pays est essentiellement Yoruba. Donc l'objectif que nous visons, c'est de renforcer la solidarité de tous les groupes qu'on appelle Ekaro ou Djiré, et parler de la nécessité de notre identité. Majesté, tête couronnée, sage, autorité à divers niveaux, tous ont marqué de leur présence ces moments conviviaux et festifs. Ce qu'on a fait ici aujourd'hui, vraiment, c'est bien. Cela montre que nous, les Yoruba, nous avons quelque chose à vendre à la face du monde. Le souhait du président de l'Assemblée nationale du Bénin est de voir naître un jour une seule et unique fête identitaire qui va réunir toutes les communautés Yoruba du Bénin comme Nonvicha, Wemekwe, Tolekoukanwe, etc. La main dans la main, que nous puissions travailler à promouvoir la culture Yoruba pour le bonheur de chacun et de tous. Développer la solidarité entre filles et fils Yoruba, apporter une aide pratique pour les besoins culturels et matériels aux communautés et tisser des liens affectifs. Telles sont les valeurs qu'incarne l'association Isokan Omon Yoruba Bénin. Notre sélection de l'actualité internationale nous emmène en Côte d'Ivoire où les obsèques de l'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023, débuteront le 20 mai prochain. Pendant qu'en Haïti, le Premier ministre Ariel Henry a démissionné sous la pression des partenaires régionaux du pays, mais aussi face à des bandes criminelles organisées. Voilà le point avec Blaise Adampo. En Côte d'Ivoire, les obsèques de l'ancien président Henri Konan Bédié vont débuter le 20 mai prochain. Cette annonce intervient à la suite d'une rencontre entre le président Alassane Ouattara et Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, formation d'opposition. Les obsèques devraient se dérouler en plusieurs étapes à Abidjan et dans la ville natale d'Henri Konan Bédié, décédé en août 2023 à l'âge de 89 ans. Il est le deuxième président de Côte d'Ivoire. La famille sait que les obsèques commencent à partir du lundi 20 mai et c'est ce qui se fera avec l'aide et la bénédiction du président et le soutien de l'État. En pleine vague de violence des gangs en Haïti, le Premier ministre réfugié à Porto Rico a démissionné. Ariel Henry annonce la création d'un conseil présidentiel de transition à l'issue duquel lui et son gouvernement vont quitter la tête du pays. Son départ était réclamé par les gangs qui ont pris le contrôle d'une partie de Port-au-Prince, la capitale. Le gouvernement que m'a dirigé a retiré l'école immédiatement après installation conseil ça. Il a continué à expédier affaires courantes jusqu'à ce que désigné un premier ministre et un gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre inusable fidélité. Merci à toutes les équipes. Bonsoir chez vous.